Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Vous le savez déjà, nous vous accompagnons chaque matin du lundi au vendredi quand il est 9h ici en temps universel. 9h à Conakry, vous nous pratiquez sur la 89.5 en bande FM. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez chez nos partenaires de Beta FM, c'est à la baie, c'est sur la 96.5. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le canal 113 du bouquet Star Times, évidemment sur nos différents réseaux sociaux, sur Meta, c'est sur Kavi TV, groupe Kavi Média, sur X, sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, également sur notre site d'information siaminfo.com. Vous pourrez suivre en direct ou en replay cette émission. Au menu de ce matin, la coopération bilatérale entre Conakry et Moscou, vieille de 65 ans, se renforce de plus. Le ministre russe des Affaires étrangères a dans ce cadre effectué une visite de quelques heures en République de Guinée. Sergei Lavrov a toutefois eu deux entretiens de haut niveau avec le président Mamadi Doumbouya et le patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté. Au cœur des discussions, la coopération économique, technique et celle militaire, notamment la technique et le renforcement de la capacité de défense de la République de Guinée face à la menace terroriste croissante. Conakry et Moscou veulent aussi étendre et enrichir leur partenariat sur la santé, la lutte anti-terroriste, la défense et le renforcement de la présence des sociétés russes en Guinée. Une visite qui augure l'étendue du balai diplomatique mis en place par les autorités militaires. Nous travaillons d'arrache-pied pour doter notre pays d'une compagnie aérienne. C'est le projet très ambitieux du gouvernement guinéen à travers le ministre des Transports. Ousmane Gawal Diallo l'a fait savoir lors de sa visite à la baie. Le ministre des Transports a rassuré que dès le premier trimestre de l'année 2025, des avions avec le pavillon guinéen pourraient atterrir dans la ville de Karamoko Alpha Molabi. Il a par ailleurs prévu que ceux ou ces pavillons feront la navette Conakry-la-Baie et très rapidement certaines villes des pays voisins. Une nouvelle annonce des autorités guinéennes qui relance le débat sur cette fameuse compagnie qui ne voit toujours pas le jour depuis son extinction dans les années 2000. Gestion de la transition. Des acteurs politiques se rangent et privilégient le dialogue. C'est le cas de la conférence des coalitions politiques et fêtières CCPF. Elle invite l'ensemble de la classe politique à œuvrer dans ce sens pour la préservation de la paix. Elle a fait savoir dans une déclaration ce lundi, une sortie qui sonne comme un coup de marteau pour l'union sacrée des acteurs sociopolitiques qui n'avaient pas la même démarche. Avec cette nouvelle déclaration, peut-on parler d'une classe politique qui se réveille dans le tard ou de démarches basées sur des intérêts personnels? Nos débatteurs livrent leur grille de lecture tout à l'heure. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce numéro. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, quand l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.
Merci de nous pratiquer du côté de Kiroti où se trouve notre ambassadeur. Merci de nous suivre dans vos différents taxis, des Magbanaï, des véhicules personnels, il faut le dire. Merci à Imbaya qui nous accueille chaque matin. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité dans le sens également du développement. À ma droite, Bamomed le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Fodé Bangali dans ce cours. Bonjour. Nouveau style aujourd'hui. Bien sûr, il faut innover. Style vestimentaire. Voilà, merci beaucoup quand même. Merci. Ça va ce matin du Oui, côté ça va, Dieu de merci, la ça Tessis. va. La Tessis, tout va bien. T'es sûr? Voilà, oui, tout va bien, tout va C'est bien. la refondation Ouais, c'est la de la refond- coiffure. Ah, Et bon. depuis un bon moment, quand même, tout va bien. Ça me fait Tout va penser à notre cher frère Père Assona, Ahmed. Ah oui. Suivi, non, Ahmed de Adam. Ah oui, ah oui. Ouais, vraiment, vous Ah vous oui. ressemblez énormément. Kourouma. Kourouma, ouais, vous vous ressemblez énormément. Dans ce cours, c'est Rajeni. Bonjour. Merci, mon Yaya frère. Diallo, bonjour. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Pourquoi tu attaques dans ce cours? Ah non, c'est pas une attaque, c'est une confirmation. Évidemment, C'est-à-dire- c'est un complément. Merci. Allez, le nouveau visage de cette émission. C'est un autre bas qui nous rejoint dans cette aventure. Bamomed, directeur de publication de Siam Info. Bamomed, bonjour. Le bas, hein, je préfère cette fois. Le bas, bonjour. Comme vous voulez. Hein, C'est une comme vous dictature voulez. aussi. Allez, prends ça. Bonjour comme ça. Abdallah, bonjour à tous. Comment ça va? Ah bien en forme. Très bien habillé, il faut le dire. Hein. Même si tu es en jaune. Merci. Le jaune en Guinée, tu sais déjà ce que c'est. C'est une tendance. Ça ne symbolise pas ce que vous voulez dire. Ah non, je n'ai rien dit. Moi, en tout cas, je n'ai rien dit. Je connais, je sais où vous voulez en venir. Ah, je vous freine. Heureusement que nous sommes tous journalistes. Je vous freine dès maintenant. Lis dans mes pensées alors. Allez, on parle de cette coopération bilatérale entre Conakry et Moscou. Le PM, vieille de 65 ans, on a quand même vu hier les images chez nos confrères de la RTG où le Premier ministre russe et le ministre des Affaires étrangères russe étaient en Guinée. Il a d'abord fait un pas au niveau du ministère des Affaires étrangères guinéen et puis à la présidence au Palais Montmédecin où il a échangé quelques minutes seulement avec le président de la transition, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. La première question que je me pose, qu'est-ce que la Guinée va tirer de cette rencontre, de cette visite, de cette coopération Conakry-Kremlin ou Kremlin-Conakry, Russie-Guinée? Depuis combien d'années? Plus de 60 ans de coopération. Nous sommes très contents de ce qu'a pu faire la Russie pour la Guinée, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand la Guinée a eu l'audace de taper la poitrine et dire non à la France, c'est cette puissance mondiale à l'époque qui a pu vraiment tendre la main. La Russie et l'ensemble de tous ces autres pays de l'Est à l'époque, la Tchécoslovaquie. Et il y a une expression même que les anciens nous livrent en sous ce qu'on disait Tchèque-Mbamone, c'est-à-dire quand la France nous a abandonnés, ce sont ces pays qui ont essayé de nous sauver. À l'époque, c'était pas la République De tchèque, tendre la main. mais c'était la Tchécoslovaquie. Ouais. C'était les deux pays qui étaient là. Donc cette visite, je crois que c'est la Russie gagne beaucoup plus dans cette coopération, dans cette relation, malgré que c'est une puissance mondiale. Hein. Mais Oui, c'est ça la m'étonne, vous voyez, je cligne des yeux. Voilà, c'est la Russie qui gagne plus que la Guinée. C'est C'est-à-dire une évidence. Aujourd'hui, il faut voir en matière d'investissement, l'exploitation, la production de l'alumine, d'abord de l'alumine dans le monde. La première puissance mondiale, c'est la Chine. Après la Chine, c'est la Russie. Et 40% de la matière première pour produire l'alumine, c'est la bauxite. Et 40% de cela vient de la Guinée. Ouais. OBK d'abord. On a connu ce qu'on appelle OBK ici. Oui. Après OBK, on est venu à SBK. On a aujourd'hui FRIA, qui appartient aux Français maintenant, qui se retrouve dans le giron de cette puissance mondiale. Et après, on se demande où se trouvent les investissements de développement en Guinée au niveau local, un peu partout en Russie. Je ne vois pas. Quand vous essayez de prendre les chiffres, si la France se tourne autour de 60 milliards d'investissements en Afrique, pas en Guinée, hein, en Afrique, la Russie, à peine si elle dépasse les 15 milliards. Ça dit beaucoup, hein. Ça en dit long. Ouais. Donc, si les Européens se partagent la première place en matière d'investissement, c'est-à-dire la Grande-Bretagne suivie de la France, la Russie est loin. Et vous voyez aussi, quand vous prenez des différentes relations que nous avons. Bref, l'ensemble de tout ça, pour moi, me dit que la Russie qui gagne beaucoup plus que ces pays africains, dont la Guinée. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, en matière de développement, les Européens font beaucoup de choses. Bien. La Russie essaie de faire des partenariats, même si le degré n'est pas comme ça,
mais en matière de sécurité, nous avons vu des policiers qui vont faire leur formation en Russie. Nous avons vu l'accompagnement qui existe dans beaucoup de secteurs. Quand vous allez au niveau de Bonfi, avec la petite, comment on appelle le coin de Petit Moscou. Petit Moscou chez nous, l'ambassade. Voilà, l'ambassade. Quand vous voyez l'investissement qui est fait là, comparativement à ce qu'on disait par rapport à l'ambassade de France, un exemple juste, on dit que c'était juste, on nous disait à l'époque que c'est des trucs montés, du jour au lendemain, ils peuvent démonter et plier tout, et puis partir. Et alors, la Russie qui a mis de béton en Russie, en Guinée, dans nos différents quartiers. C'est une vraie cité. Hein, donc, c'est une véritable cité. Est-ce que vous avez eu la chance d'y être? Non, ce sont les communautés qui sont, les communistes, voilà, qui sont autour, qui ont accès. Tous ceux qui sont à Bonfi, ce sont des petits communistes socialistes. Honnêtement, je parle en tant que journaliste. Est-ce que tu as eu la chance d'y aller? Non. Honnêtement, il faut y être. Oui, quoi. Okay. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est de là-bas? Non, honnêtement, sans te mentir, les Russes, ils ont fait fort au niveau de l'ambassade. Oui, mais ça, c'est un tapis. Tu sais qu'à la rentrée, il y a un tapis rouge. Jusqu'au salon. Ancien. Ça, c'est ancien, ça. Jusqu'au salon. Non, c'est pas déteint. Je te parle de ce qui est récent. Arrête ça. Je suis sérieux, là, honnêtement. Hein. Oui, mais... En fait, quand tu vas... Je suis allé dans plusieurs ambassades, hein, ici en République de Guinée. Oui. Pas que je fais les yeux doux à la Russie. Non, loin de moi, cette prétention. Ah, là-bas, à l'ambassade, je n'ai jamais eu la chance... Je n'avais jamais eu la chance d'y être. C'est après, quand j'ai commencé le métier, que j'ai pu y être. Parce que le responsable des relations publiques et presse de la Russie, c'est quelqu'un qui comprenait très bien français. Donc, à l'époque, essayait d'avoir des partenariats avec des médias. Donc, nous sommes allés avant, c'est pas comme ils appellent ça, leur indépendance. Ils ont un événement très, très majeur là. Ils ne jouent pas avec cet événement. Donc, ils veulent que comme Indépendance Day aux États-Unis. Une commémoration, bien. Voilà. Cette commémoration, la Russie ne joue pas avec ça. Donc, la Russie aime que cela soit relayé dans le monde entier. Donc, dans cette démarche, il est venu, on est allé à l'ambassade, il nous a fait visiter l'ambassade. Mais mon cher ami, honnêtement, c'est autre chose. Tu peux rentrer à l'ambassade et que tu ne vois presque personne dans la cour, mais on te dit il y a des gens qui travaillent, le calme qui règne. Non, c'est tellement bien organisé. Tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est joli à entendre et tout ça. Mais quelles sont les répercussions de cela sur le développement de Guinée, de ceux qui sont autour? Attention, mon frère. Oui. Ce qu'ils ont construit, est-ce que tu as vu les bétons au niveau de Bonfi, autour de l'ambassade? Oui. Là, c'est les Russes qui avaient mis dans un premier temps, c'était des dalets, des dallots, c'est pas. De combien? Attends, Abdallah. Non, même si c'est un mètre, comprenez. Écoute, à l'époque, toi, moi, je suis né à Bonfi. Là, je te fais comprendre ce qui se passe de ce côté. Tu fréquentes Bonfi depuis des décennies. Ah non, mais toi, tu n'es pas. Donc, tu es de comme ça. Non, n'entrons pas dans ces détails-là. Non, vas-y. Non, mais bon, moi je pense que ce sont les anciens, ce sont des amis de la Guinée qui ont essayé de faire beaucoup. Dans ce cadre-là, il faut, d'ailleurs, rien que leur investissement à travers leur ambassade, tu te rendras compte. Tu prends la Russie, l'ambassade ou les bureaux, il faut voir. Prends Corée, dont on n'entend même pas parler, Corée du Nord ici, au niveau de la minière. Tu as vu, non? Comment c'est que c'est que le communisme, c'est du Maoïsme, mais au plus, qu'est-ce qu'on tire dedans? Et tu vois, l'ensemble de tout ça, je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que le Guinéen tire de ces relations. C'est ce que le Guinéen tire comme développement, quelle importance. C'est ce qui est important pour nous. Envoyez, faites voler vos MiG, vos avions, tout ce que vous avez. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le développement. C'est ce que tire le Guinéen dans l'ensemble de ces relations, dans l'ensemble de ces coopérations. La Russie, aujourd'hui, veut profiter d'une situation qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, c'est la position... Se repositionner. Se repositionner stratégiquement par rapport à ce que connaît la France aujourd'hui dans certains pays, même au niveau de la Guinée. La junte, même si la junte guinéenne est calme, n'arrive pas à se positionner dans certaines situations parce que ne prend pas de position pour le moment. Ne prend pas de position. La Russie, entre la Russie et l'Europe. La Russie et l'Ukraine, précisément. Et l'Europe. Il faut faire attention. L'Europe, mais non. L'Europe, mais précisément de l'Ukraine. Merci. L'Ukraine, beaucoup, parce que l'attaque de ce pays que la Russie considère comme une partie intégrante de ce pays est repoussée sur le plan international. Et beaucoup de pays se sont vraiment essayé de isoler le pays et d'isoler la Russie. Je pense que la Guinée en train de dire que peu importe ce que vous êtes en train de faire, nous, c'est l'essentiel pour nous, c'est notre relation bilatérale qui est beaucoup plus intéressante. Donc, cette attaque de la part de... attaque diplomatique, bien sûr. Cette attaque qui est en train de faire ce ballet diplomatique, c'est beaucoup plus se positionner
prendre une place, une position de choix, parce que essayer de voir les pays après la Guinée, c'est vraiment la République du Congo, Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, c'est le Tchad. L'ensemble de ces pays-là, c'est une façon de bien se placer, c'est une façon de bien se positionner afin de vraiment permettre de prendre une position, une place de choix. C'est qu'il est en train de perdre au niveau de l'Occident. La Russie essaie de récupérer ça en Afrique. C'est ce que nous sommes en train de constater. Donc moi je pense, l'ensemble de tout ça, ce qui a été fait, c'est bien. La Russie aussi a gagné beaucoup de choses, mais c'est de revoir. Il ne faut pas toujours continuer à s'inscrire dans le passé. La Russie a été notre pays, c'est le premier pays qui nous a accompagnés, c'est le premier pays qui nous a tendu la main. C'est bien. Mais aujourd'hui, les choses évoluent, les choses changent. Il faut essayer de revoir tout ça, remettre les choses vraiment sur la table, les négociations, qu'on essaie de voir qu'est-ce que la Guinée tire. Tout ce qui a été fait depuis 65 ans, c'est bien, mais qu'est-ce que nous tirons aujourd'hui? La bauxite, depuis combien d'années? CBK, Kindia, et vraiment, la Russie a tiré beaucoup de choses. Quels sont les intérêts guinéens? Nous, maintenant, l'intérêt, qu'est-ce qu'on peut tirer? C'est vrai, quand il y a des situations avec Ebola, on a vu d'envoyer un laboratoire mobile avec un camion qui était là. Mais on veut voir réellement des investissements. La France est un peu partout. L'AFD est là. Mais quelle est l'agence de développement côté russe? Pratiquement, tu ne veux pas compter sur 10% des Guinéens qui peuvent te dire l'agence de développement russe, voilà ce qu'il est en train de faire dans notre pays, voilà ce qu'il est en train de faire. Du côté des Occidentaux, il y en a un peu partout. Au Japon, on sait quelle est l'agence de développement. Les États-Unis, on sait. La France, on sait. La Russie aussi, on veut qu'il sorte de cette stratégie beaucoup plus développée entre puissances mondiales. Mais il faut que le développement se ressente au niveau national aussi. Fodé Bangali dans Soko, nous avons quand même écouté l'argumentaire développé par Mohamed Ba, cette analyse, les intérêts guinéens avant, tout d'abord, ou en premier. Oui, mais même si je ne partage pas son point de vue, je le dis sincèrement, parce que, vous savez, pour moi, la coopération avec la Russie, l'on gagne toujours. C'est ça la vérité. C'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. La Guinée a connu des moments douloureux depuis son indépendance en 1958 jusqu'à nos jours. Mais les Russes ont été du côté de la Guinée et se sont battus bec et ongle pour soutenir nos différents pouvoirs sur place. Et sur ceux qui parlaient tout de suite de l'exploitation minière, les Russes ont fait, ce qu'ils pouvaient faire pour la Guinée. Mais la gestion nationale, la gestion locale fait défaut. Donc c'est pour cela souvent on ne ressent pas les retombées économiques, les retombées sur le plan du développement. Donc ce n'est pas les Russes qui gèrent l'administration guinéenne. Ils sont en coopération. Donc aujourd'hui, si Sergueï Lavrov, qui déjà a atteint un niveau de longévité à son poste, donc ça veut dire, oui, bien sûr, depuis très longtemps, il est au niveau... C'est devenu une monarchie. Bon, c'est quelque chose comme ça, parce que c'est le Poutine. C'est devenu une monarchie. Bien sûr, c'est le Poutine des affaires étrangères, en quelque sorte. Donc ce monsieur, vraiment pétri de talent et très averti, est en train de redonner encore et de redonner le blason de la Russie sur le plan international. Je ne serai pas alarmiste, mais je serai plutôt préventionniste, parce que je parle sur une question internationale. Aujourd'hui, la Russie a besoin de s'approcher des pays où il a été diabolisé par les Occidentaux. Parce qu'il y a deux blocs qui se sont affranchis, qui se sont formés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même si déjà on est dans une guerre mondiale sans s'en rendre compte. Donc si les Russes sont en train de venir aujourd'hui en Afrique, et très particulièrement en Guinée, au Congo et au Niger, ainsi de suite, parce que la relation russe, elle est directe, elle est franche. Ils ne mentent pas dans ce qu'ils font. Si vous leur demandez quelque chose, ils vous livreront automatiquement. Ils ne passent pas par des principes, après ils violent. Mais les autres violent et puis ils ont des principes, ils ne respectent jamais. C'est eux qui ont les médias, c'est eux qui diabolisent les autres, mais ils ne font jamais ce que les autres veulent. Ils veulent toujours assujettir les autres à leurs lois et à leurs principes. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'ils veulent même traîner les Africains dans une troisième guerre mondiale insensée aujourd'hui. Parce que aucun pays au monde aujourd'hui, les États-Unis, n'accepteront que la Chine puisse envahir le Taïwan. Ils sont en train actuellement de déployer une force militaire américaine. Les États-Unis n'accepteront pas aujourd'hui que les Russes amènent des troupes au niveau de l'Alaska, qui est un État américain, mais de l'autre côté du bout des États-Unis, en haut du Canada. Ça ne va pas leur plaire. Donc chacun a ses girons. Il y a eu le pacte de Varsovie, il y a eu la conférence de Potsdam, il y a eu la conférence de Yalta qui avait divisé le monde en deux blocs. Mais l'Occident et les États-Unis ont grignoté jusqu'à la porte de la Russie. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Que veut-il réellement? Parce que la Russie régorge assez d'énergie, assez de minerais pour se suffire
Et c'est une zone agricole immense. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que en fait, le nouveau leadership mondial a compris que les relations bilatérales entretenues longtemps avec les Occidentaux et les Américains ne sont pas en train de donner fruit. C'est pour cela qu'ils sont en train de tourner le dos aux États-Unis et à la France vers la Russie. La lutte contre le terrorisme au Burkina Faso en est un exemple. Le président Ibrahim Traoré, depuis longtemps avant qu'il n'arrive, les Burkinabés étaient dans l'échec là, étaient dans l'impossibilité d'acquérir des armes performantes pour faire face à cette agression. Et qu'en a-t-il fait la France qui était là depuis longtemps et les États-Unis qui avaient leur base militaire au Niger et au Burkina Faso? Rien n'a été fait. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant de la coopération... Donc c'est une guerre de positionnement. De positionnement, ça a été automatique. Ouais. Donc nous avions besoin de cette relation. Nous en avons besoin. Même le Tchad qui est considéré comme l'élève le plus fidèle de la France, mais maintenant le fils de Déby s'est déplacé pour aller en Russie. Ça veut dire quelque part que les risques sont importants. On ne peut pas les négliger. Et on ne doit pas suivre... Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Ouais. Parce que c'est des gens, quand tu es dans des situations difficiles, ils sont là pour t'aider. Ça, il faut le reconnaître. C'est des gens, et en fait, je dirais que en matière de diplomatie, c'est le tic et le tac qu'ils font. Cette politique rassure les Africains. Cette politique amène les Africains aujourd'hui à s'intéresser plus à leur conférence qu'ils ont créée du côté de Moscou pour pouvoir rassembler les Africains autour d'un idéal russe, autour d'une vision russe, pour permettre aux Africains aussi de s'épanouir, de s'émanciper, d'entretenir leur propre démocratie. Parce qu'il est très difficile que les Russes s'impliquent dans les politiques et dans les affaires intérieures continentales des Africains, sur la gestion politique des affaires. Mais les autres, ils s'intéressent sur le déroulement de vos élections, sur le financement de vos élections, sur vos leaders. Qu'est-ce qu'ils font pour brader vos gisements? Ils ont tous ces éléments en leur possession pour pouvoir mettre à genoux. Ils n'accepteront jamais que l'Afrique... Aujourd'hui, oui. Est-ce que vous pensez que dans cette coopération guinéo-russe ou russo-guinéen, est-ce que vous pensez que c'est la Russie qui tire plus ou c'est la Guinée qui tire plus? Vous savez, dans une relation bilatérale, c'est gagnant-gagnant. Donc les deux. Cette stratégie a été quand même développée et renchérie par tous ceux qui aiment leur pays. Si tu veux que ton pays... Qui des deux tire profit? Oui, c'est les deux qui tirent profit. Non, c'est la Guinée qui en tire profit. Parce plus que nous avons besoin de... Regardez, aujourd'hui, nous n'avons pas de ressources humaines dans beaucoup de matières. Il le disait tantôt que la Russie, il y a eu des Guinéens qui se sont transportés en Russie pour se former. Donc tout ça là qui gagne, c'est la Guinée qui gagne. Donc en expertise... En matière de coopération, je pense que c'est les pays du tiers-monde qui en tirent souvent profit parce que c'est sincère. Mohamed Leba, par rapport à cette visite du ministre des Affaires étrangères russe en République de Guinée aujourd'hui, qui essaie tant bien que mal d'entretenir cette coopération bilatérale existante depuis près de 65 ans maintenant. Vous savez, la Russie est aujourd'hui en campagne. Il faut le dire, c'est une campagne de drague. Et je crois que c'est en train de réussir un peu, parce que la plupart des pays, c'est vrai qu'il n'y a pas encore une déclaration de position, c'est-à-dire normale, fixe. Mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la Guinée, bien sûr, parce que on se retrouve, disons, entre le marteau et l'enclume. Par rapport au choix entre la France, la Russie, est-ce qu'il faut, c'est-à-dire se rallier à la Russie, connaissant aujourd'hui la position de certains pays européens ou des pays européens, disons, face à la situation qui existe entre la Russie et l'Ukraine? Disons que la coopération entre la Russie et la Guinée, c'est vrai que ça ne date pas aujourd'hui, mais la Russie est quand même dans une sorte de campagne, une manière de se refaire quand même une virginité, parce que aujourd'hui, si vous écoutez les discours de certains leaders africains, la dernière fois, c'était le premier ministre sénégalais qui tirait à boulet rouge sur la France, et notamment Emmanuel Macron. Et par rapport à tout ce qui s'est passé dans le pays, et la France est restée, c'est-à-dire comme étant observatrice, elle n'a rien fait, et y compris le président. Mais aujourd'hui, par rapport à cette coopération, cette visite du patron de la diplomatie russe, il faut d'abord se poser la question, ça fait combien de temps que le monsieur n'a pas mis pied en Afrique? Et posez-vous cette question de savoir réellement pourquoi il est venu. Est-ce que les questions qui ont été débattues
est-ce que c'est seulement ce qu'on nous dit ou bien il y a une autre face cachée, c'est-à-dire des débats entre les différentes parties. Je veux dire, par exemple, je veux prendre le chef d'État guinéen et le patron de la qu'ils se sont dit avec le chef de la diplomatie guinéenne. Est-ce que c'est le même discours qu'on nous a présenté? Je crois qu'il y a anguille sous roche parce que nous connaissons aujourd'hui ce que recherche la Russie, mais de l'autre côté, je crois que c'est une opportunité grande pour la Guinée aujourd'hui à saisir à tout prix parce que nous avons besoin quand même de la Russie. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas, la Guinée ne peut pas s'afficher directement parce que il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette situation, mais la Guinée quand même peut profiter de cette situation parce que la Russie aujourd'hui, il faut quand même tout dire, la Russie est puissante, la Russie est ceci, la Russie est cela, mais la Russie n'a pas toutes ses forces quand même, il faut le dire. La Russie est aujourd'hui coincée, la Russie fait face au monde entier, à d'autres puissances, donc la Russie a vraiment besoin d'alliés aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que la Guinée a vraiment intérêt à saisir cette situation, cette opportunité de se faire quand même, pas seulement parce que les questions débattues, ce qu'on nous a présenté, je me dis que c'est insuffisant. On nous parle de questions sécuritaires par rapport aux menaces terroristes et autres, mais quand vous regardez même la position géographique de la Guinée et par rapport aux attaques terroristes aujourd'hui, on en fait trop le débat. Je me dis parfois même qu'on est en train d'attirer l'attention c'est-à-dire des ennemis face à ce que nous vivons chez nous. Et d'ailleurs même, nous savons les réalités d'ici. Avec la question sécuritaire ou l'aspect gagnant-gagnant, cela a retenu quand même mon attention quand on parle de partenariat gagnant-gagnant. Mais ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que la Guinée a mis sur table? Cette fois-ci, qu'est-ce que la Guinée a avancé? C'est-à-dire comme besoin urgent le ministre l'a dit vis-à-vis. C'est la lutte antiterroriste. C'est ce que je dis. C'est former nos forces de défense et de sécurité. C'est plus dans la sécurité. La sécurité, d'accord, mais la Guinée a beaucoup plus besoin. Au-delà de tout cela. Aujourd'hui, quand même, nous vivons une situation, nous le savons tous. Ouais. C'est difficile pour certains de joindre les deux bouts. La Russie peut encore beaucoup être utile à la Guinée, pas que seulement sur l'aspect sécuritaire. Il ne pas seulement envoyer des gens, c'est-à-dire des policiers pour se former ou se faire former, des militaires. Mais la Guinée aujourd'hui, par exemple, a besoin de la construction d'infrastructures. La Guinée a besoin, par exemple... Mais ce n'est pas le point fort russe. Oui. La construction des infrastructures, c'est qu'on a compris. Oui, évidemment, mais Mohamed disait tout à l'heure, il y a beaucoup de situations qui nous ont échappé, c'est-à-dire d'opportunités que nous ne sommes pas parvenus à saisir. Par exemple, avec cette coopération qui existe déjà, qui est très vieille aujourd'hui, mais qu'est-ce que la Guinée en a tiré? Rien du tout. 65 ans quand même. 65 ans, ça veut dire que la gestion, ça nous revient. Peu importe ce qu'on va gagner de ces partenariats, de ces différentes cette conventions signées ça et là, mais si on n'arrive pas à gérer à notre niveau, je crois qu'il y a un défaut. Ouais. Il faut qu'on essaye quand même de revoir le tir. Il faut qu'on essaye de revoir notre démarche et surtout savoir ce qu'on veut. C'est très important. Je me tourne vers vous, Yaya Diallo, hein, toujours pour parler de cette actualité, de cette visite du président du ministre des Affaires étrangères, ce mot président me colle aux lèvres, de cette visite du patron de la diplomatie russe, aujourd'hui différemment interprété dans notre pays. Donc on pense que c'est un repositionnement de la fédération russe, notamment en Afrique avec cette guerre en Ukraine, au détriment de la France, parce qu'aujourd'hui la Guinée est quand même, Mohamed Leba l'a rappelé, entre le marteau et l'enclume. Qui choisir de l'Europe, de la France et des autres États et de la Russie? Qui choisir des deux? C'est vraiment un véritable souci pour la République de Guinée. Là n'est pas le débat. Parlons notamment de cette visite. Aujourd'hui, est-ce que dans un bref délai, on peut dire que la Guinée va tirer les leçons passées, va tirer les leçons de ses erreurs, va pouvoir quand même tirer profit de cette coopération qui n'a que trop duré, pardon. Bah écoutez, à mon avis, c'est un faux débat de demander à la Guinée, ou peut-être de poser le débat autour d'un choix entre la Guinée, que la Guinée aurait pu faire entre la France et la Russie. Je suis de ceux qui pensent que dans le cadre d'un partenariat ou d'une coopération bilatérale, chaque État est souverain dénué des accords de coopération avec l'État qui le convient, avec qui que ce soit. Ce qui sous-entend effectivement, c'est le non-alignement et effectivement, c'est l'indépendance ou la souveraineté pour ainsi dire.
Alors si nous comprenons effectivement le CNRD, c'est devenu en réalité la chanson en vogue, nous sommes souverains, la Guinée est un État souverain, donc ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Mais en réalité, il y a une réalité géopolitique internationale qui fait qu'aujourd'hui, le monde est dans une sorte de mutation. Donc il faut que toutes les puissances puissent essayer d'avoir quelque part une chasse de garde, effectivement, pour ainsi dire, pour essayer, dans le cas échéant, s'il y en aura effectivement des alliances qui pouvaient se nouer dans les jours à venir, dans les mois à venir, ou dans les années à venir, qu'effectivement la Russie, que ce soit la Russie, j'allais dire la France ou les États-Unis, puissent avoir naturellement, disons, des alliés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il y a une situation sous-régionale, j'allais dire même africaine aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle ces coups d'État militaires qui se multiplient dans notre continent. On ne sait pas jusqu'où iront les militaires dans un certain nombre des États. Il y a effectivement à bien des égards dans un certain nombre de États où les coups d'État semblent être imminents parce que tout simplement il y a une situation qui semble, disons, motiver tout ce qui aurait poussé effectivement ces autres militaires pour pouvoir s'en prendre le pouvoir. On sait en réalité, si c'était pour une question liée à la sécurité, tout ce qui s'ensuit, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, on en sait quelque chose. En réalité, les attaques continuent et ça ne s'arrête pas. Ce qui me fait mal dans tout ce qu'on nous dit, puisque on parle vraiment d'abord de la coopération économique, on parle du niveau de défense de nos forces de défense et de sécurité, la capacité de défense de nos forces de défense et de sécurité. On parle encore de la lutte contre la capacité opérationnelle. La lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme. Le renforcement d'un partenariat technique et militaire dont on parle. Je suis ce qui pense que le terrorisme, je me pose la question si c'est, en réalité, c'est un business international, ce qui fait que chaque État qui vient dans nos États essaie de mettre en avant cette situation terroriste parce que tout simplement c'est devenu une arme pour les Occidentaux pour essayer un tout petit peu faire accepter, faire influencer, faire accepter un certain nombre de choses alors qu'en réalité nous n'en avons pas besoin. Pour le cas de la Russie, c'est un vieux partenaire à la Guinée, ça ne date pas d'aujourd'hui. À un certain niveau, la Guinée s'est retrouvée dans une situation absolument, disons, instable du point de vue de sa ligne politique à l'époque sous Fermet Sékou Touré, mais c'est la Russie. En termes d'enseignement... Qui nous a tendu la main. Oui, en termes d'armement, c'est la Russie. On était avec la Russie, l'Union soviétique. Ouais. Il faut rappeler ce que c'est l'Union soviétique qui fit le premier État à, disons, à nous tendre la main. Même les intellectuels, à nous tendre la main et effectivement à soutenir l'indépendance de la Guinée. Donc, je suis de ce qui pense que la situation est telle qu'aujourd'hui, et j'ai bien aimé l'intitulé de cette visite, on parle de renforcement. Ça sous-entend que ça existait déjà. J'aurais bien voulu que dans ce renforcement, qu'on nous parle effectivement de réajustement. Effectivement, c'est important, ou d'une rectification. C'est en cela que, tout à l'heure, Ba évoqué un certain nombre de choses. C'est notamment ce que nous bénéficions de tout cela. Ouais, qu'est-ce que nous en tirons comme profit? Comme profit. Ouais. Et la vérité, l'évidence est là. Ce qui, à date, visiblement, nous n'en tirons pas quelque chose qui peut nous faire décoller à un certain nombre de choses ou dans un certain nombre de secteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Russie, elle est là, elle existe. Mais est-ce que la Russie en bénéficie beaucoup plus que nous en bénéficions en tant que Guinéens? La question reste posée aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'Abdallah, que nous voulons ou pas, c'est à nous de mesurer notre valeur et notre place dans le monde. Nous avons aujourd'hui l'un des grands gisements, pour ne pas dire le plus grand gisement de fer au monde, c'est l'Ossimandou. Aujourd'hui, les gens veulent, notamment les grandes puissances, veulent effectivement prendre part à cette situation qui semble être aujourd'hui une démonstration des forces géopolitiques internationales. Ouais. Il faut être par-ci par-là. Vous voyez où ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui? C'est vrai que la Russie, la Chine, c'est des alliés, c'est un mariage qui existe déjà il y a longtemps. Ouais. Mais en réalité, l'État, c'est les intérêts. Ouais. Ce qu'il faut dire. Parce qu'Alpha Condé était là. Vous vous rappelez très bien, j'ai envie même de dire que Mamadi Doumbouya marche sur les pas d'Alpha Condé. Ouais. Après sa rupture entre la France, entre la Guinée et la France à un certain niveau, vous allez dire entre Alpha Condé et la France, le coup d'État est intervenu. Ouais. La Russie, il était beaucoup plus vers la Russie, la Turquie en tout cas dans les autres régions, à Moyen-Orient. Mais en réalité, la Russie
était l'un des États les plus perdants de ces coups d'État-là, à un certain niveau. Ce qui fait que les relations diplomatiques à un certain niveau étaient, disons, moroses. Ce qui fait que, voyez-vous, on gardait de l'autre côté ce qu'on appelle une sorte de méfiance. Non, de mythisme. Voyez-vous, on ne dit rien, mais en réalité, les choses ne fonctionnent pas normalement. Ouais. Il y a toujours des langages diplomatiques parce que chaque État, que ce soit la Guinée ou la Russie, j'ai envie de dire, chacun a besoin de l'autre. Ouais. La situation de la Guinée fait qu'aujourd'hui, la Guinée aura forcément besoin de la Russie. Bien entendu, ça dépendra de ce qui lui, la Guinée et la France, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la Guinée est considérée comme étant sous une couverture médiatique ou diplomatique internationale venant de la France. Et ce qui se passe aujourd'hui, regardez sur les chaînes françaises internationales, les médias français, on n'en parle plus. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Si ce n'est pas certains médias indépendants, dissidents, on n'en parle pas de la situation guinéenne. La fermeture de ce média, on a posé la question au Quai d'Orsay. On connaît la réponse. Donc, ce qui fait qu'il appartient à nous de voir dans la mesure des possibles les partenaires avec lesquels on peut nouer des coopérations, ce qui pourra permettre à la Guinée d'en bénéficier. C'est à nous d'imposer un certain nombre de choses. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de bouger de Guinée, ce que nous en avons ici. C'est à nous de dire, effectivement, il y aura forcément ce qu'on appelle une sorte de coopération, mais voilà ce que nous voulons, que ces coopérations soient effectivement basées. Mais je suis de ceux qui pensent que, naturellement, aujourd'hui, la Guinée... il y a un élément fondamental. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, il y a un élément fondamental qu'il faut placer là, dans le cadre, pour dire que la population doit ouvrir les yeux pour voir réellement ce qui se passe entre la Guinée et ses puissances mondiales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lors d'une visite ou de courtoisie de la part de l'ensemble des communautés des diplomates au niveau de la présidence Alpha Condé, on se souvient que le doyen des diplomates vraiment en Guinée, qui était l'ambassadeur russe, avait soutenu le 3e mandat du président Alpha Condé à l'époque. Donc c'est pour dire par là, peu importe qui vous soyez ou que la population a moins d'importance pour eux, c'est le pouvoir. C'est lui qui est là, c'est lui qui est important. Sinon, on ne peut pas comprendre que la communauté internationale, à travers la Russie, arrive à soutenir un coup d'État, un 3e mandat dans le pays. Et c'est ce qui s'est passé ici, en Guinée, avec l'ambassadeur russe. Bien, on ouvre le débat avec des auditeurs et téléspectateurs qui nous écrivent au stand 629 95 67 67 629 95 67 67 uniquement par SMS. Bonjour aux médias du développement et du progrès. L'offensive diplomatique de la Russie intervient dans un cadre géopolitique très tendu dans la mesure où elle veut se tailler une part de lion en termes politico-économiques et militaires en Afrique. Le ministre Ousmane Gawal Diallo doit apprendre à concrétiser ses promesses. Il fait trop de bruit et moins de concret. Il dit, je voulais dire aussi de jeter des coups d'œil sur votre page Facebook. Je réagis souvent là-bas, mais ces messages ne sont jamais relayés à l'antenne. Merci, vous êtes les meilleurs. Mohamed Papi de Bouramaya Tanene. Ça, c'est pour notre réalisateur. Prière de nous faire parvenir les messages au niveau de la page Facebook Kavi TV Groupe Kavi Média. Salam à vous, Cheikh Abdallah. Salam à mes parents de Dalaba, Dinti et Djambouria, dans Kama, dans mon village natal. C'est notre Djambouria, nous. Mamadou Alpha Djambouria depuis Koloma. On a besoin de changer notre colonie. C'est la coopération gagnant-gagnant qu'on a besoin avec Poutine. La Russie veut profiter de la faiblesse des Français dans le continent africain pour se positionner. Mais cela ne marchera pas avec notre pays. Salam à notre Cheikh Yaya. Bonjour au club d'écoute de FC Wawi Yonki. Il dit la France doit multiplier beaucoup d'efforts pour sauvegarder leur colonie. Sinon, avec les militaires au pouvoir sur notre continent, la France va perdre tout. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Sacré Djambouria, comme toujours, hein, vous le savez déjà. Bonjour Kavi et à toute l'équipe. Monsieur Camara, la classe politique guinéenne doit taire leur ego et conjuguer le même verbe pour avoir une vraie opposition qui pourra tenir tête au CNRD pour sortir notre pays dans cette crise qui ne fait que trop durer. Keita Korfo depuis Kiroti, un fidèle auditeur de ce côté. Bonjour Abdallah, dites à votre ami qu'en matière de relations internationales, si vous avez les incompétents, alors c'est ça qui nous fait
Je ne comprends pas, qui nous fait perdre des accords signés à Boubacar depuis Boussra. Continuez toujours avec vos réactions sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. On enchaîne avec cette autre réaction de notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo depuis Kiroti. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi, Djiguel, c'est Damiti d'Alaba. Je me demande qu'est-ce que la Guinée chercherait dorénavant derrière la Russie tout en ignorant les États-Unis, la France et l'Angleterre. Cela explique que le CNRD, dans une optique de confisquer le pouvoir du peuple pour empêcher un retour éventuel à l'ordre constitutionnel en Guinée, ni une économie saine, ni une démocratie, encore moins un développement durable, on ne décrocherait avec cette Russie de Vladimir Poutine. Donc aux Guinéens d'en tirer les conséquences de cette coopération. Morné ce pays, allez, on comprend déjà. Noyourmi, écrit-il, Alpha Zidane Diallo. Mais on va tourner de page et on va parler de cette autre actualité. Nous allons nous pencher sur le transport, les transports en République de Guinée avec cette sortie de Ousmane Gawal Diallo. Je cite, nous travaillons d'arrache-pied pour doter notre pays d'une compagnie aérienne. C'est le projet très ambitieux du gouvernement guinéen. Il a fait savoir lors d'une visite à l'abbaye Diallo. C'était hier même à l'abbaye Ousmane Gawal Diallo rassure que dès le premier trimestre de l'année 2025, des avions avec le pavillon Guinée pourraient atterrir dans la ville de Karamoko Alpha Molabé. C'est de Ousmane Gawal Diallo, j'insiste. On le souhaite vivement, c'est notre souhait le plus absolu. Mais en réalité, forcément, l'homme s'impose. On connaît ton main. L'homme s'impose. Vas-y. C'est lui-même. C'est une attaque ne l'écoute pas, c'est un PM. C'est un rappel. Et une aide. Le rappel est profitable aux vrais musulmans. L'homme s'imposer parce que tout simplement, le ministre Gawal, porte-parole du gouvernement, il a fait beaucoup de départements. un excellent ministre. Oui, ça dépend. Ça dépend de la vision de chacun. De chacun, effectivement. Chacun est libre d'en juger. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Gawal, on voit en lui un homme ambitieux, mais en réalité, on ne voit pas de concret. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses quand il était au niveau de l'habitat, mais on avait cru comprendre qu'on aura affaire à un monde foncier complètement, disons, refondé, numérisé, mais aussi une transparence sans appel au niveau de la gestion de l'administration foncière et tout ce qui s'ensuit. En réalité, il y avait des logements sociaux qui ont été annoncés pour tous les fonctionnaires. C'était le paradis en miniature. Qui sont en cours. Qui sont en cours. Du côté de Somfonia, je le confirme. Il parlait de Kobaya aussi. Oui, de Somfonia, je le confirme. Il parlait de Kobaya aussi. C'est que j'ai dit de Somfonia, je confirme. J'ai insisté. Hein. Voilà. J'insiste sur le quartier. Merci. Derrière l'université de Somfonia, il y a, j'en connais beaucoup, même des proches qui sont en train de travailler. Je ne vais pas nommer la société, mais une société très connue qui bâtit des logements sociaux, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Allez-y. Non, mais c'est justement, il faut faire un parallèle. Ouais. De là-bas, il a dû être aussi au niveau du département de la télécommunication. On en a assez parlé de ça dans notre émission ici. C'est cette histoire de télécom. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, où en est-on avec cette société? Alors, au regard d'un certain nombre de choses, je suis déçu, je pense qu'effectivement, il s'efforce, il fait des offensives dans un certain nombre des États. C'est le ministre, c'est l'un des ministres les plus proches aussi du président. Attention, c'est important. Quand on est porteur d'un tel projet, la logique voudrait, d'une manière ou d'une autre, qu'on essaie de réussir un tant soit peu. En ce qui concerne la relance d'Air Guinée, la volonté, elle est manifeste, ce qui explique par endroit la visite d'une forte délégation guinéenne qui s'est rendue du côté de Maroc. En 2023, c'est le ministre des Affaires étrangères qui était au niveau d'Addis Abeba pour bénéficier, en tout cas, chercher une expertise éthiopienne dans le cadre d'Ethiopian Airlines. Donc, il y a tout cela qu'il faille tenir compte. La Guinée a ce qu'on appelle une volonté. Au début, on avait voulu nous faire croire, effectivement,
c'était quelque chose qui était déjà acquis, puisqu'on voyait ici un avion estampillé un peu sur lequel il y avait ce qu'on appelle le drapeau guinéen, tout ce qui s'ensuit. On avait voulu nous faire comprendre effectivement c'était un acquis, alors qu'en réalité c'était je crois que un don. Non, on nous avait prêté, c'est les termes qu'on avait utilisés. Un prêt? Ouais, on vous a prêté juste circonstanciellement. Après ça, on va essayer de récupérer. Ça n'existe plus. C'est notre souhait le plus absolu parce que ça détermine encore une fois cette souveraineté interne qu'un État doit pouvoir avoir. Disons, ce développement dans le cadre du transport aérien est un élément fondamental aujourd'hui qui peut permettre à la Guinée de payer dans un certain nombre de mesures. Donc c'est fondamental que nous essayons d'avoir tout cela. Un État qui n'a pas une compagnie aérienne ne semble pas être un État sérieux, qui s'explique par endroits, effectivement, cette volonté, j'ai envie même de dire, cette rage pour la gente d'en avoir, parce que ça peut être un acquis, encore une fois, historique, parce que si ça traîne. Ça traîne évidemment, ce que je suis en train de dire, ça traîne. Mais en réalité, ça sous-entend que la volonté est là. Qu'est-ce qui ne va pas à un certain niveau? Est-ce que la Guinée manque ce qu'on appelle un certain nombre de financements, ou peut-être sa situation transitoire fait que, de telle sorte que la Guinée n'arrive pas à engranger des moyens pouvant lui permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers l'objectif fixé, notamment l'acquisition de cette compagnie-là. C'est ce qui pense que, naturellement, ce que nous en connaissons, ce sont les aérodromes. On en avait expliqué ici. Je crois que jusqu'à présent, les 50 millions qui ont été décaissés pour... disons, on ne va pas parler de ça. Non, c'est important. Oui, parce que pourquoi je dis, sauf que ce que vous ne comprenez pas, ce projet, quand même, il l'a trouvé là-bas. Il faut faire très attention. Je ne parle pas de lui. Non, je parle de Guinée Télécom. Quand vous parlez de 50 millions, vous parlez de Guinée Télécom. Et non, on parle des transports. Non. Il y avait un montant, tu oublies, on avait débattu sur ce sujet-là. Le coût général pour la réhabilitation de ces aérodromes-là, oui, ça c'était... Je parlais de 50 millions. Ça c'était sous Goumou. Oui, je me rappelle. Je suis en train de te rappeler là. Goumou, ça c'est la construction. On est où? Parce que j'ai fait le parallèle, si vous me permettez, vous aurez dû comprendre. Ousmane Gawal parle de ce qu'on appelle la fin très annoncée de ces travaux-là, et que à la fin de l'année 2024, naturellement, la Guinée... Au premier trimestre de l'année 2025. Enfin, dans sa communication, les travaux, la construction des travaux, malgré qu'il y a ce retard, mais d'ici fin décembre, les travaux seront achevés. Ça, c'est les travaux. On parle là de grandement en retard. Il y a continué, s'il vous plaît. Sauf qu'il y a encore problème à ce niveau, parce que les travaux au niveau de certains aérodromes ont été lancés il y a 14 mois. Disons 14 non, le délai n'est pas respecté. Cela n'est pas on sait qu'il a même dit dans sa communication, excusez-moi, je vais passer la parole tout à l'heure, le temps pour Yaya de finir avec son analyse. Il a même dit déjà dans sa sortie que oui, les entreprises étaient en retard, mais ils ont pris des engagements. Pour cela, c'est des engagements. En fait, moi, ce que je veux justement comprendre, c'est pourquoi j'ai posé la question à Yaya. J'ai dit, c'est de Ousmane Gawal Diallo. Pourquoi j'insistais? Parce que c'est d'un ministre, là. On parle d'un ministre en Guinée. On a cette prétention de dire, quand ils tiennent des propos, ce sont juste des promesses politiques. Est-ce que vous comprenez? Mais là, on parle de la compagnie, pas d'abord même des infrastructures. Vous savez, on peut ne pas avoir des infrastructures, mais avoir nos avions. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des avions? En fait, c'est pourquoi je fais chaque fois m'éloigner d'abord du cadre infrastructurel et de nous dire, est-ce qu'on a d'abord acquis ces moyens? C'est-à-dire parce qu'on peut avoir aussi des aéroports sans avoir des avions. Ce que je suis en train de dire. Parce que les aéroports sont lancés, mais on n'a pas d'abord nos avions. C'est ce que nous sommes l'un dans l'autre ici. Les choses vont ensemble. En tout cas, si la volonté de nos dirigeants, c'est d'essayer d'alléger ce qu'on appelle ces déficits dans le cadre du transport aérien interguinéen, parce que c'est de là qu'il s'agit aussi, c'est pour les autres régions, c'est pour les pays limitrophes, c'est pour la sous-région ouest-africaine, c'est pour le monde naturellement, à travers ce qu'on appelle la compagnie que nous allons essayer d'acquérir. C'est notre souhait le plus absolu. Ça dépendra aussi de sa qualité, parce qu'il y a des compagnies, mais nous en connaissons un peu effectivement ce que ces compagnies-là valent. Donc il y a tout cela aussi qu'il faut tenir compte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les infrastructures, ils vont avec l'acquisition de cette compagnie-là. Si nous avons les infrastructures, nous n'en avons pas, ça ne servira à rien. Si nous en avons disons la compagnie et que nous n'en avons pas des infrastructures dignes de ce nom, ça ne pourra pas, en tout cas, alléger dans une certaine mesure la souffrance de Guinéens dans ce secteur-là. Donc, je suis de ceux qui pensent que parallèlement, puisque la visite de l'abbé précède celle de Maroc, ce qui sous-entend que les choses vont parallèlement. C'est pourquoi vous avez bien voulu effectivement toucher le cas de l'abbé et revenir au Maroc pour voir dans une large mesure, effectivement, ça peut être ce qu'on appelle un lien. Il y a forcément un lien. Qui pourrait effectivement permettre, puisque
le ministre l'a rappelé, le président ne cesse de nous interpeller quotidiennement sur l'état d'avancement de ces travaux-là. Donc ça veut tout dire. Donc c'est pourquoi j'ai dit encore une fois, il faut qu'il y ait du sérieux dans ce que nous faisons nous Guinéens, parce que quoi qu'on en dise, c'est avant tout d'abord une acquisition nationale. Donc il appartient aux Guinéens, et ce sont les Guinéens qui sont des porteurs de ce projet-là. Il faut qu'on soit sérieux avec nous. Il faut mettre en avant le patriotisme pour pouvoir permettre aux Guinéens d'en bénéficier et que nous sortons dans cette situation de léthargie. Oui, le bas, hein, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette sortie du ministre des Transports, notamment quant à la relance même quant à la relance ou le lancement de la compagnie aérienne guinéenne. C'est pas une première fois d'entendre cela, c'est devenu un refrain, il faut quand même l'avouer. Ce n'est pas le premier ministre qui en parle de ce projet-là. Ça a été même le cas, même sous Alpha Condé. On nous a vendu assez de promesses ici, on nous a tellement fait rêver, on nous a tellement fait croire à certaines choses qui n'existent pas ou qui n'ont jamais existé. Et ces travaux, d'abord même au niveau des aérodromes, ont été lancés il y a 14 mois, il faut le dire. Le ministre l'a rappelé hier lors de sa visite au niveau de l'aérodrome de la baie. Il l'a rappelé, il dit qu'il y a eu des engagements. Donc ça veut dire que avant sa visite à la baie, il n'y avait pas d'engagement. C'est vrai que l'entreprise s'engage à présenter l'infrastructure d'ici fin, c'est-à-dire 2024, mais est-ce que ce délai sera tenu? Aujourd'hui, je me pose assez de questions, parce que vous avez posé une question qui est très importante et je crois qu'elle est aussi légitime par rapport aux avions que nous avons. Nous construisons des aérodromes, mais est-ce que ces aérodromes vont encore rester comme ça et puis par après tomber en friche? Parce que il n'y a pas d'avion, il n'y a pas, c'est-à-dire de circulation et autres. Donc ça veut dire que pas opérationnel. Nous allons revenir encore à la case départ. Ce qui revient à dire aujourd'hui que ces projets-là, ce sont de bons projets s'ils sont bien pilotés, c'est-à-dire si on en fait rigueur quand même pour l'exécution, parce que ça fait toujours défaut aux Guinéens. Souvent, nous sommes dans cette euphorie d'annoncer plusieurs projets à la fois et on se demande parfois, parce que moi, je me pose à cette question, est-ce que le ministre qui parle, aujourd'hui le gouvernement, l'État guinéen a les moyens pour financer, c'est-à-dire ces projets, pour réaliser ces projets surtout, parce qu'il ne faut pas seulement parler. Ce qu'on annonce demande assez de fonds. Aujourd'hui, le pays est en train de pleurer. À chaque fois que vous écoutez... Les fonds ont été décaissés depuis Goumou. Évidemment, mais Premier ministre, les fonds ont été décaissés. Décaissés, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais est-ce que c'est la réalité? Personne ne peut aujourd'hui le confirmer. Le ministre, en tout cas, ne l'a pas dit. Donc, il n'a pas dit que c'était un problème de moyens. Par sa communication. Je ne suis même plus dans le navire de rénovation des aérodromes. Je parle de cette ligne, l'acquisition des avions. C'est de ça. C'est de ça qu'il est question. C'est très important d'en parler parce que Abdallah, ça ne demande pas un fonds maigre quand même. Ouais. Ça demande un fonds vraiment très colossal. Il faut aussi se poser, c'est-à-dire il faut quand même qu'il y ait cette question fondamentale. Est-ce que le pays a aujourd'hui les moyens pour réaliser tout ce qu'on nous annonce comme étant projet? Yaya le disait tout à l'heure, il y a eu quand même l'affaire Guinée Télécom, dont on ne parle plus aujourd'hui. Ça a été le cas pour beaucoup de projets. Est-ce que c'est encore un autre projet mort-né? Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut freiner parce que arrêter de prendre le peuple quand même comme étant voilà, être dans la réalité des faits et non pas continuer à vendre le rêve aux Guinéens. Oui, il faut des Bangali dans Soko. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut y croire toujours malgré les contraintes? Oui, d'entrée de jeu sur ce sujet, j'aimerais encore dire que sacré M. Gawal et sacré encore M. Gawal. Vous savez, ses qualités oratoires sont irréprochables pour moi, sans lui jeter des fleurs et non plus aussi lui déclarer ma flamme. Mais ce qui, pour moi, j'ai assez de respect pour ce monsieur, pour sa probité morale. Et quand il prend la parole, il séduit. Donc, ça veut dire que c'est un bon politicien qui a du mal à se débarrasser de son manteau de politicien. Voyez-vous que lorsque vous êtes dans des partis d'opposition, vous voyez tout
en noir. C'est ça la réalité politique. Mais lorsque vous êtes invité à la table des gouvernants et que vous taillez un poste à votre mesure ou dû à votre compétence dans un domaine, c'est là on se rend compte de quoi vous êtes capable. Ouais. J'aimerais dire que M. Gawal est champion de promesses en matière de politique. Donc il joue parfaitement son rôle de politicien jusqu'à présent et donc il n'arrive pas à se défaire de son manteau de politicien dans une administration qui ne dit plus. Sauf que ces promesses ont été tenues avant Gawal. Regardez la chronologie. Il a, depuis le CNRD, là, M. Gawal fait partie de ce gouvernement. Le gouvernement de Béavougui, Gomu jusqu'à maintenant M. Ba. Et là, son premier poste était le ministère de l'Habitat. Et je me souviens... on va éviter les débats de personnes. Non, écoutez. C'est une personnalité politique. Oui, on va aller dans ce coup. C'est lui qui a parlé sur... Écoute-moi, il a parlé en tant que ministre des Transports. Parlons mais c'est pour cela que j'ai commencé en disant... Oui, c'est que j'ai dit, évitons les débats de personnes. Il est juste en train de faire une jonction. Non, ce que j'ai dit, évitons les débats. Écoutez, évitons les... Je suis d'accord. Je suis d'accord, sinon je vais être obligé de couper ton micro. On va s'écouter. Tu as eu ton temps d'antenne. Je dis bien... Concentrons-nous sur le sujet, c'est très important. Évitons les débats de personnes. Comme tu l'as dit, c'est un homme politique qui joue son rôle. Maintenant, s'il n'a pas réussi au ministère de l'Urbanisme, laisse-moi aller, j'y vais. Hein. S'il n'a pas réussi, tant mieux. Au ministère des Télécoms, tant mieux. Aujourd'hui, parlons de cette annonce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le lancement de la compagnie aérienne guinéenne. C'est très important, s'il vous plaît, dans le débat. Oui, je suis d'accord du fait que tu as eu le petit moment là d'attirer mon attention, mais je ne suis pas dans un débat de personnes. Bien. Mais vous savez, lorsqu'on occupe un poste politique, on ne parle pas de la personne, on parle du gouvernement. Bien. Donc si je parle d'une chronologie d'événements, c'est pas parce que je vais m'attaquer à sa personne. Cela doit être clair. Mais je parle de ce qu'il dit. Ok, parce que l'argent ne sort pas de sa poche. Bien. Donc tu peux vouloir bien faire quelque chose, mais c'est pas toi qui investis dedans. Ok, c'est ce que je veux dire. Allez-y. Donc il a tenu des promesses qui ont été réalisées, qui n'ont pas été réalisées, tant mieux. Mais c'est une façon d'attirer l'attention et afin que les gens puissent comprendre réellement ce qui se passe. Ok, je n'ai rien contre, je l'ai dit, je n'ai rien contre lui. Mais quand même ce que j'aimerais dire et insister là-dessus, il est l'un des rares membres du gouvernement qui tient souvent des discours électoraux et électoralistes. C'est ça. Et on est dans une transition. Et maintenant, comme il est au niveau du ministère des Transports et on parle de la création, c'est bien. Moi, je pense que vous êtes posé la question de savoir sur la question des avions, la fourniture des avions. Mais non, ils sont en train de bien respecter quand même le boulot qui doit être fait. Il faut d'abord les infrastructures pour accueillir ces avions là où ils puissent descendre et monter. Ouais. On est dans une transition, c'est une période transitoire. Donc s'ils font déjà un pas vers la réalisation de ces infrastructures, c'est bien beau. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas nous habituer à cela. On n'est pas dans une campagne politique. On est dans le concret. Oui. On est dans le concret. Donc il faudrait le réaliser, que les Guinéens puissent voir que les personnalités du niveau local de l'AB, ainsi de suite. C'est bien beau d'entendre cela. Mais si ça se réalise, c'est une très bonne chose. Donc c'est un pas déjà. S'ils le réalisent, ça veut dire que ceux qui viendront après eux pourront acheter des avions. Sinon, quand même la question doit être posée. La Guinée, 14 millions d'habitants, avec toutes nos richesses, avec tout ce que nous avions, nous n'avions pas un avion qui représente une compagnie aérienne. D'abord, pas une compagnie aérienne. Oui, un avion d'abord. L'avion appartient à une compagnie. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Je ne suis pas expert à la matière sur ce côté, mais au moins, quand le président nigérien, ou bien tu veux des jets personnels. Non, bien sûr, mais déjà, ça veut dire que le pays se porte bien. Donc, on a vu le président, le professeur Alpha Condé quand même, un grand monsieur en matière de politique. Oui. Donc c'était quand même quelqu'un qui aimait louer les avions. Donc tout le temps on ne savait même pas dans quel avion il venait. Donc on voyait seulement l'avion intérieur, c'est lui qui sort. Oui. Donc si on n'a pas déjà un avion qui représente la Guinée, l'image de la Guinée, donc comment on pensait maintenant à la population à la base, bon mais tout compte fait,
On verra la suite. Courage à lui. Allez. Il faudrait qu'il Il a quand même du pain sur la plage. Moi, je reste sur ma... Oui, le PM, Bamomed, par rapport à cette sortie, une fois encore. Il faut saluer ce qui est en train d'être fait, en tout cas en matière de projet, par rapport au transport. Ousmane Gawal est à la tête d'un département hyper important pour nous. On parle de transport aérien, transport routier, transport maritime. Ce n'est pas une petite chose. Et ce qui est à développer aujourd'hui, vraiment, il faut continuer à insister là-dessus, c'est le transport aérien, des travaux routiers, même s'il faut impliquer également la voie ferrée. Le transport aérien, depuis plusieurs décennies, plus de 30 ou 40 ans, on a du mal à s'en sortir. Depuis des années maintenant, ce côté, on a du mal vraiment à vendre encore mieux notre image. D'abord, on ne parle même pas au niveau national. La connexion des aéroports, des avions qui existaient, qui reliaient les différentes préfectures, Conakry, Boké, Conakry, Labé, Conakry, Zérékoré, Conakry, Kankan. Vraiment, toutes ces pistes sont encore là. Et je le dis en connaissance de cause. Conakry, Kissidougou, quand on parle des aéroports, on parle beaucoup plus des grandes villes, des capitales régionales. Mais il faut retenir aussi que des avions continuent à relier certaines préfectures du pays par rapport à Kouroussa, à Kissidougou plus précisément. Ce sont des aéroports qui sont là, même si ce sont des compagnies minières qui ont essayé de faire quelque chose, parce que du côté de Beila, c'est la même chose. On a une piste d'atterrissage qui est là, c'est d'avoir apprécié toutes ces pistes aériennes que je parle de cela. Je l'ai vécu pendant un certain temps en reliant toutes ces préfectures du côté de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière. Ces pistes existent aujourd'hui. Conakry, Kissidougou, ça fonctionne très bien. Kissidougou, Beila, ça fonctionne très bien. Kissidougou et Beila, Kankan, c'est des pistes qui sont là. Mais qu'est-ce qui est regrettable dans tout ça? Ce sont des projets que nous, l'État guinéen, entame et qui n'arrivent pas à aboutir. Ces pistes d'atterrissage qui existent aujourd'hui, ce sont des... Entre plus de 80%, ce sont des pistes qui appartiennent, il faut le dire entre griffes, même si c'est un État, mais exploitées seulement par les sociétés minières. C'est eux qui mettent des moyens, le balisage. Quand vous atterrissez, vous voyez que vraiment, ce sont ces sociétés, compagnies minières qui sont en train de faire quelque chose. Même le balisage, à peine si vous pouvez voir des représentations étatiques dans ces aéroports. Ce sont seulement des étrangers. Quand il faut la sécurité, quand un avion doit atterrir, ces petits avions qui descendent, ce sont ces véhicules de ces sociétés qui viennent là en cas d'incendie pour qu'ils puissent intervenir. Mais l'État guinéen en train de faire du mal au peuple de Guinée en abandonnant tous ces moyens qui peuvent nous servir à faire beaucoup de choses. Le train, on en parle, mais n'oubliez pas qu'avec des cargos, on peut relier tranquillement toutes ces grandes préfectures. L'une des plus grandes pistes de notre pays aujourd'hui, c'est Farana. La plus longue, je ne dirais même pas après Conakry, c'est Farana, la piste d'atterrissage. Mais on se demande aujourd'hui, les gens continuent à construire tout autour. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas en danger aujourd'hui? On en parle peu. Je pense que le projet, l'inauguration, la visite effectuée du côté de l'Abbé, le retard, on parlait de plus d'un an, 14 mois depuis qu'on a lancé, et qu'on n'arrive même pas à réaliser 25% du travail. C'est grave. C'est grave, c'est dangereux. Moi, sur ce côté, ce n'est pas des promesses et autres que Ousmane fait ou le département fait, mais c'est notre capacité à réaliser. Il y a un peu plus d'un an, ou je ne sais pas, en tout cas avec la junte au pouvoir, le président sur la page de la présidence, page Facebook, on avait annoncé que le président Mamadi Doumbouya accueillait l'avion, un avion à l'aéroport. Quel avion? L'avion vient d'où? Est-ce que c'est pour nous réellement? Est-ce que cet avion... Sans aucun détail, c'est juste une communication politique. Ça, on a vu ça avec, comment on appelle, le drapeau guinéen et Guinée. Mais est-ce que l'avion là nous appartient? Si oui, qui a donné cet avion à la Guinée? Si on connaît qui a donné, à quel prix on a donné? Comment le paiement s'effectue? Ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est le début des autres avions qui vont venir comme on a connu avec des bus turcs ici? Ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Il faut qu'on arrive à donner de la valeur à la communication étatique. Ce n'est pas faire de là vraiment, de faire semblant, de faire je ne sais pas quoi, de la propagande, mais c'est de communiquer normalement, convaincre les Guinéens, dire que nous sommes là, c'est vrai, on est là pour un temps donné, mais le temps que nous effectuons au sommet de l'État, voilà ce que nous sommes en train de faire, en attendant de permettre d'autres personnes qui vont venir aussi de continuer, ce n'est pas de reprendre, mais aucune
vraiment idée là-dessus. Aucune précision là-dessus. L'avion avec le président Alpha Condé, on a vu le président dans l'avion Alpha Condé. On l'a vu. Où est cet avion? Le président Mamadi Doumbouya de la transition. On l'a vu aussi accueillir un avion. Mais où sont ces avions? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pour cela que Ousmane ou le ministère des Transports parle comment on appelle, de desservir, des liaisons entre Conakry et l'ensemble de ces préfectures, voire aller même parler de 2 millions de passagers sur l'axe Conakry-Labé. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'on essaye d'aboutir à ce que nous faisons. Les projets, quand on les lance, il faut les suivre. Il ne faut pas attendre plus d'un an avant de chercher à attendre que le président tape sur la table et vous commencez à bouger. Le budget a été voté depuis longtemps. Avant qu'on ne commence le 1er janvier, le budget d'abord est voté bien avant. Pendant toute l'année, vous ne suivez pas. Les mouvements que vous effectuez, c'est déjà budgétisé. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous n'allez pas sur le terrain voir? Il faut que le président ou le chef de département essaie de faire quelque chose. Chacun a une responsabilité bien donnée. Ce pays ne peut pas se développer sans les Guinéens. Il faut que les Guinéens sachent cela. Il ne faut pas dire, le président en tient compte. Parfois, vous n'avez même pas besoin de dire le nom du président dans vos discours. Tout ça, pour moi, c'est une forme de démagogie qui ne dit pas son nom. Une façon de dire que c'est lui qui est en train de faire beaucoup de choses. Il a sa part de responsabilité. Mais vous jouez quoi? C'est même honteux pour moi de dire que le président a attiré mon attention pour faire ceci, pour faire cela. Ces aéroports, quand même grave. Il faut faire quelque chose. Côté Bokeh, l'aéroport, la piste d'atterrissage de Bokeh, c'est au compte d'une société minière. C'est l'UMS, je crois, qui gère seulement ce côté-là. C'est eux qui font. S'il y a des pistes de balisage, tant mieux. S'il n'y en a pas, débrouillez-vous. Mais c'est seulement ces sociétés minières qui sont en train de faire. Qu'est-ce que nous attendons? L'État est toujours riche. Prenez des avions, ça peut prendre le temps que ça peut prendre pour payer, mais on peut s'engager et faire quelque chose pour le développement de pays. Si on ne le fait pas, on s'en sortira. On continuera toujours à apprécier les avions du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire et d'autres pays comme le Maroc. Ce qui est bien compris, on y va avec toujours les auditeurs au stand 629 95 67 deux fois. Bonjour à toute l'équipe. Moi, c'est Adrien Inapogui parlant de la relation entre la Guinée et la Russie. Pour moi, c'est la Guinée qui n'arrive pas à développer le potentiel de cette coopération à travers sa mauvaise gouvernance, écrit-il. Bonjour, moi c'est Prince de Luguessia. J'aimerais vous dire que si vous envoyez les... Non, attention, on va éviter les propos déplacés, s'il vous plaît. Nous sommes sur un média de développement. Salut ma radio, c'est Muntaga, politologue Diallo. Depuis Kagbele, Ousmane Gawal a tellement continué à nous faire des promesses. Dites-le que le pouvoir est temporaire. Merci à vous, les vrais gens. Et cet autre message qui nous dit bonjour les patriotes, moi c'est Raymond depuis Petit Simbaya. Franchement, attention au mot à vous auditeurs, il faudrait qu'on soit modéré, pas d'attaque personnelle s'il vous plaît. Salut les hommes de bonne foi, la Guinée doit défendre ses intérêts en tissant de bonnes relations parce que notre destin est dans nos mains. Nos dirigeants doivent créer des emplois pour empêcher des jeunes de mourir dans la mer. Signé Mamadou Saliou depuis Équipé qui nous laisse cette réaction. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs, notre ambassadeur qui revient, je voudrais juste connaître l'état des lieux ou l'existence de notre Guinée Télécom pour attendre de nouveau la mise en place des compagnies. Nos différentes régions peuvent être, pourquoi pas de l'extérieur, à Alpha Condé Junior, écrit-il, Alpha Zidane Diallo. Une pause, derrière nous parlons de ce dernier sujet et nous ouvrons le volet politique de cette émission. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tombolia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours, là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, qu'on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas les projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets.
effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère. Merci d'être à notre écoute dans les différents taxis d'Alain Magbana. Vous êtes chez vous, vous nous écoutez sur la 89.5, vous êtes sur Kavi FM, la radio du développement. Vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV, sur le canal 113 du bouquet Star Times. Si vous êtes sur les réseaux sociaux où nous avons de petits soucis de connexion, vous le comprendrez déjà. Vous êtes sur Kavi TV et groupe Kavi Média. On parle de ce dernier sujet à l'ordre du jour. Gestion de la transition des acteurs sociopolitiques sur Angers privilégie le dialogue. C'est le cas de la conférence des coalitions politiques et fêtières, CCPF. Elle invite l'ensemble de la classe politique à œuvrer dans le sens de la préservation de la paix. Elle a fait savoir dans une déclaration tenue ce lundi, une sortie qui sonne comme un coup de marteau pour l'union sacrée des acteurs sociopolitiques qui n'avaient pas la même démarche. Avec cette nouvelle déclaration, peut-on parler d'une classe politique qui se réveille dans le temps ou des démarches basées sur des intérêts personnels? Tu commences par vous, Bamomed. Bon, ça a toujours été le cas quand il y a le pouvoir, il y a l'opposition et puis il y a l'opposition. Il y a l'extra-opposition. Bon, moi j'ai dit l'opposition et puis il y a opposition. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui vient quand même, qui devrait réduire un peu le pouvoir parce que c'est, disons, un coup de marteau, vous l'avez dit, pour l'autre opposition qui est l'union sacrée aujourd'hui, qui s'oppose quand même carrément à certaines façons de faire du pouvoir militaire. Et cette union sacrée aujourd'hui, c'est vrai que le sort n'est pas encore scellé, mais c'est comme si on était en train de dire un peu au pouvoir, voilà, écoutez, nous pouvons vous aider à vous faire libérer de ces gens-là. Et aujourd'hui, la démarche, cette nouvelle démarche, je ne dis pas qu'elle est complètement anodine ou c'est une démarche vraiment, mais je crois à un moment donné, il faut savoir se décider. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui pour ces politiques? Est-ce que c'est une ambition qui est claire? Est-ce que c'est une démarche qui est bien définie, qui est claire, ou une démarche qui n'est pas sournoise? Mais cela quand même nous fait un peu revenir en arrière par rapport à tout ce qu'on a connu dans ce pays-là, avec c'est-à-dire des oppositions, extra-oppositions et ainsi de suite, c'est-à-dire des gens qui sont opposés au pouvoir, des gens qui sont opposés aux opposants. Ça revient aujourd'hui à la même chose. C'est comme le cas sous Alpha Condé. Vous avez une opposition politique qui est là, vous avez une autre opposition qui est de l'autre côté, qui s'oppose à l'opposition au profit. Mais souvent c'est des guerres d'intérêt. Souvent c'est des guerres d'intérêt. C'est vrai qu'on veut attirer l'attention du pouvoir sur ce qu'on fait, parce qu'on a beau chanter, on n'a peut-être pas eu de poste ou on n'a pas bénéficié de quelque chose. On estime que ce ne sont pas pour des intérêts personnels. Bon, on veut croire à cela. Oui, évidemment, on veut bien le croire. C'est pourquoi nous allons encore attendre. C'est vrai qu'on dit souvent le bon maçon, il faut... On le reconnaît au pied du mur. Oui. Donc il faut encore attendre pour croire réellement à la bonne foi quand même de ces gens aujourd'hui réunis dans cette conférence de coalition. Je me dis que la démarche, elle n'est pas mauvaise. C'est une bonne démarche. Nous sommes en période transitoire. Aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin quand même. Si, évidemment, bien évidemment. La question, elle reste entre griffes. Si elle est bien, si elle aboutit quand même à quelque chose, surtout qu'on s'attend, c'est une bonne démarche, parce qu'aujourd'hui, on a besoin quand même de la paix dans le pays. On en a beaucoup besoin. Et de l'autre côté, c'est vrai que chacun a sa démarche, sa façon de faire. De l'autre côté, on attire quand même l'attention de l'international vis-à-vis de ce problème aujourd'hui lié au retour à l'ordre constitutionnel. C'est quelque chose qui est fondamental, évidemment. Donc, on attend de voir que cela ne soit quand même pas une question d'intérêt personnel. Oui, aujourd'hui, il faut des Bangali dans ce cas. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que c'est une question d'intérêt ou un réveil dans le temps?
Mais ça a été toujours une question d'intérêt, c'est ça. Il faut le dire clairement. Ouais. Vous savez, il y a assez de démarcheurs en politique guinéenne. Assez de démarcheurs. Ils démarchent et ils démarcheront encore. Vous pensez que ce sont des partis poids-plumes? Écoutez, il y a même des partis... Poids-mouche. Poids-mouche. Ah, Forêt-Sac, je peux le dire. Voilà. Forêt-Sac, ça veut dire quoi? Partie plastique. Voilà, partie plastique, c'est pour parler... parce que c'est dans les quartiers aussi que je tire un peu de ces jargons. Allez, vas-y, pour que les gens puissent se sentir mieux dans ce que je dis. Ce que je vous dis, pour moi, et vous savez, hier, nous avions eu la chance de recevoir un monsieur ici qui parlait aussi de coalition, de partis, ainsi de suite, qui se sont rassemblés tout le temps. Ils se voient, ils se rassemblent pour pouvoir discuter les problèmes socio-économiques, pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait des élections, pour qu'il y ait de la participation sur un certain nombre de points, mais jamais ils ne tombent d'accord sur quoi que ce soit. Intérêt. Parce que les intérêts sont divergents. Ouais. Et tant que ça sera comme ça, personne n'ira dans le sens de l'amour pour la patrie. C'est ça la vérité. Ils aiment tout sauf la patrie. Chacun veut toujours avoir la part du lion dans ce qui se passe. Donc, regardez un peu la nomenclature des trois gouvernements de la transition. À chaque fois qu'on parle de remaniement, il y a un petit apaisement qui s'installe dans cette période. Parce que les gens sont en train de démarcher. Parce que, comme le disait mon cher confrère ici, Mohamed, tout de suite, nous avions eu ici des pouvoirs contre pouvoirs, l'opposition contre opposition. Parce qu'on a vu ici des gens qui se battaient pour la défense de la Constitution. D'autres contre la Constitution, mais aujourd'hui ils sont où? Certains sont ministres. Ouais. Ils ne parlaient plus. C'est ça la vérité. Ouais. Ok, et ceux qui sont maintenant dans le siège où ils ont eu la place dans ce gouvernement parlent peu et ils sont devenus des ennemis de leurs amis. Ouais. Avant, ils étaient tous amis, ils avaient les mêmes objectifs, ils étaient dans cette organisation des droits de l'homme, ainsi de suite. Mais c'est les mêmes organisations de ces droits de l'homme aujourd'hui qui sont en train de dénoncer ceux qui sont de l'autre côté de la table. Bien. Donc, c'est pas sincère. Ouais. C'est pas sincère. Pour vous, ce n'est pas une démarche sincère. C'est des calculs politiques, c'est pas sincère. Bien, hein, ce qui est compris. Oui, le PM Mohamed, avant de terminer avec notre coordinateur. Oui, je pense que ce qui est en train d'être fait, je ne dirais pas que ça n'a pas de sens. Mais les gens, ils ont demandé tellement de dialogue, on se demande qui veut dialoguer avec qui. À quel coût? À quel coût? Et le dialogue, c'est pour qui? Qui va tirer le profit de ce dialogue? Est-ce que c'est le peuple de Guinée? Est-ce que c'est les habitants de Conakry de l'intérieur du pays? Ou bien c'est une minorité juste qui cherche à avoir une place quelque part afin de bien, je ne dirais pas de sucer le pays, mais de manger, boire sur le dos de ce pays, de ce pauvre pays, malheureusement. Je crois que ce qui est en train de se passer dans notre pays, on doit se réveiller, qu'on essaye de sortir de ces agissements qui n'apportent pas d'importance, qui n'apportent pas de l'intérêt, ou au changement, qui ne changent pas grand-chose dans la vie. Qui n'ont pas d'intérêt, carrément. Pas du tout pour le peuple de Guinée. Je pense que c'est ce qu'il faut voir. Le dialogue, c'est le Premier ministre qui devrait vraiment tenir compte de la nécessité de faire ce dialogue. Parce que eux, ils vont demander le dialogue. Les partis dont on pense que c'est les partis poids lourds, les partis Tyson ou je ne sais pas Cassis Clé, contre des partis, je ne sais pas, Dansoko, je ne sais pas, c'est qu'on peut dire. Le Magrichon. Mais la Guinée a besoin de faire changer, comme on appelle ses enfants. Parce que ces pays-là, nous sommes en train d'ingénuer notre pays. Ces partis politiques, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. On est tous pour la démocratie. On est tous pour ce qu'on appelle l'union, l'inclusivité. Mais quand ça arrive à un certain niveau, des jeux qui se dégagent d'intérêt pour avoir des postes de positionnement, je pense que le dialogue pourrait changer complètement, pourrait prendre une autre tournure qui n'a rien à voir avec l'objectivité, qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc je pense qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on donne un peu de discipline au niveau de certaines formations politiques. C'est très important. Oui, Diallo, parlant de cette sortie de la conférence des coalitions politiques et fêtières qui veut privilégier le dialogue, hein. Je me pose la question, puisque hier, vous avez vu quand même beaucoup de visages. On les qualifie dans le monde politique d'affairistes. C'est le mot.
Des businessmen de la crise. J'ai envie même de dire des gangs. Hein, c'est des business. On les qualifie de businessmen de la crise. Certains visages, des vrais cartels. Voilà, ne s'interdisent de rien. Ouais. Ils sont partout. Puis la fin justifie les moyens. C'est tout. Et je crois que c'est les apprenants de Machiavel qui aujourd'hui ont pris d'assaut la classe politique. Une classe politique complètement souillée. Parce qu'un des problèmes de notre pays, c'est sa classe politique. Ouais. Elle reflète la société guinéenne. Non, la classe politique est un véritable problème pour la Guinée. Et pourtant, un véritable problème pour la Guinée. La classe politique guinéenne, dans son ensemble, c'est vrai. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même panier. Nous avons des Guinéens qui croient au verti, aux valeurs républicaines. Des Guinéens tout court qui se sont bâtis, qui se sont illustrés à travers leur passage dans le service public ou à des niveaux très élevés au niveau de l'administration. C'est des Guinéens que nous connaissons, quelquefois même certains qui sont distants même disons, de notre État ou de tout ce qui relève de la fonction publique, mais qui contribuent effectivement à l'enracinement d'un tissu social assez solide. Mais en réalité, voyez-vous comment la politique elle fonctionne dans notre pays. On nous parle ici de la conférence des coalitions politiques et fêtières. Vous savez que c'est une conférence composée du PDN de Lansana Kouyaté, du PL de Faya Milimono. Le PDN qui dit qu'il n'a pas été consulté. J'en viens. C'est pourquoi j'ai dit, voyons-nous ce qu'on appelle le décor, la configuration politique, la présence d'un certain nombre de personnalités. Mais écoutez, c'est une conférence qui n'est composée que par enfin, j'accepte qu'on les appelle des hommes politiques parce que c'est ce qu'ils font, ça dépend de la manière, mais c'est des clubs de soutien qui sont là. Des gens qui vous disent, nous réitérons notre contribution habituelle pour la bonne marche de la transition. C'est bien de contribuer à cela. On nous parle de privilégier un dialogue qui n'existe pas. Un dialogue qui a des bodins, un dialogue qui est complètement au point mort, qui n'existe pas. On interpelle le Premier ministre pour essayer de relancer le dialogue, parce que c'est sa vocation première. Il est Premier ministre, c'est pour faire la promotion du dialogue social et politique dans notre pays. Ça n'existe presque pas. Il est dans des sorties qu'il fois médiatiques qu'on n'arrive pas à comprendre, naturellement. Parce que tout simplement aujourd'hui, il y a un besoin à ce qu'il y ait véritablement un véritable dialogue. Les gens pensent que le dialogue, c'est quand il y a ce qu'on appelle des crises. Le dialogue, c'est la vie. Le perpétuel. Le dialogue continue. Le dialogue, c'est de façon continue. Parce qu'à travers le dialogue, on essaie de prévenir même un certain nombre de conflits qui peuvent surgir à tout moment. C'est à travers le dialogue que la vie elle-même se construit. Donc, s'il y a une rupture à un certain niveau, naturellement, il y a ce qu'on appelle des oppositions quelquefois. Mais vous vous rappelez, c'est devenu une tradition. L'union sacrée des acteurs sociopolitiques dont on nous parlait là. Mais c'est effiloché, ça n'existe pas. Je ne peux pas comprendre des forces vives. Mais même cette unité, l'initiative de la mise en place de cette unité sacrée au sein de l'opposition, de la classe sociopolitique, mais ça crée des problèmes de telle sorte qu'aujourd'hui, même les forces vives semble être absolument dans une situation, disons, de méfiance, parce que tout simplement, l'initiative qu'un de l'air aurait entreprise pour pouvoir faire adhérer ou rabibocher les positions à l'interne n'avait pas obéi à un certain nombre de critères, ce qui fait que certains ont quitté dans certaines alliances. Voyez-vous, il y a un problème. Au niveau de cette fêtière-là, de cette conférence, voyez-vous, le ténor de cette conférence n'y est pas. Et vous avez vu ce qui se passe, les pics qui se passent entre ceux qui y étaient et ceux qui n'y étaient pas. Si ça sous-entend tout simplement, c'est devenu un véritable problème. On ne peut pas vouloir effectivement constituer une solution quand on pose soi-même un véritable problème au niveau de notre État. C'est en cela que j'ai dit, on attendait beaucoup plus au CNRD. On s'attendait à mieux, mais c'est le président, parce que le véritable diagnostic qu'il avait fait à l'occasion de son tout premier discours, c'était de dire aujourd'hui qu'il y a un véritable problème politique dans notre pays. Il avait fait un diagnostic de la situation, disons, politique de notre pays. Et comme tel, on s'attendait à ce qu'il y ait des remèdes pouvant nous permettre de sortir dans une si longue douleur politique que des acteurs politiques ont bien voulu effectivement nous imposer en dirigeant les Guinéens, quelquefois en soufflant sur la braise ethnique.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une telle situation, on est incapable de faire face à un certain nombre de choses. Abdallah, pour finir, ce n'est pas en politique. Il faut voir le syndicat dans notre pays ici. Nous avons combien de DSTG dans notre pays? Nous avons combien de SLEC dans notre pays? Vous quittez ici, revenons chez nous au niveau de la presse. On a connu ici quand même une situation qui a permis aux autres aussi de voir ce qui se passe à notre niveau, puisqu'on chérit Jean de donner les gens. Alors nous avons à notre scène des gens qui sont en réalité un véritable problème, c'est-à-dire qui n'ont aucune valeur. Des personnes, des mercenaires qui ont infecté. Oui, bien sûr. Notre métier, ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, c'est des gens qui font de business, de deal avec ceux qui nous gouvernent. Alors en réalité, un journaliste est un observateur indépendant qui doit dire les choses telles qu'elles sont, et cela en fonction de l'intérêt public. C'est pas le cas aujourd'hui. On s'en rend compte qu'effectivement, tout est parti à volo, et c'est ça la vérité aujourd'hui. Cette classe politique-là, elle doit pouvoir se remettre en cause. Sinon, je pense que c'est très mal parti pour ces gens-là, parce que tout simplement, c'est une question d'intérêt, tout simplement. En 30 secondes, le bar. Voilà, il y a une autre chose qui m'interpelle par rapport à la ligne, c'est-à-dire de démarche de cette coalition, de cette fêtière. Je crois qu'elle a été claire. C'est-à-dire elle renouvelle son soutien au CNRD. Elle a été claire, la fêtière. Elle renouvelle son soutien au CNRD à toutes ses actions. C'est pourquoi hier, avec tout le discours, vous n'entendez pas parler quand même de quelque chose lié à un retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça veut dire encore que cela renforce notre position par rapport, c'est-à-dire à ce qu'on a dit concernant une question d'intérêt. C'est juste une question de calcul qui est là, calcul politique, d'intérêt, c'est-à-dire de chacun vis-à-vis de ce qu'on peut attendre du pouvoir. Je crois que c'est quelque chose... Il faudrait que le pouvoir fasse aussi très très attention. Bien évidemment, parce que là, ce sont excusez-moi du terme, des pyromanes, parce que souvent ce sont des gens qui marchent avec des mélodies. On ne qualifie pas la conférence, mais on veut parler de certains acteurs. Je parle de certains acteurs, c'est-à-dire des gens qui sont là avec des mélodies et qui poussent toujours ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire de s'affoler non seulement, mais aussi de penser à faire ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire de quitter le cadre normal pour le cadre anormal. Nous avons vu avec des sirènes révisionnistes sous Alpha Condé, je crois que c'est la même chose qui continue aujourd'hui, parce que je ne peux pas comprendre ce qui était hier au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la personne évincée, c'est-à-dire au petit matin du 5 septembre, soit encore s'érige, c'est-à-dire en soutien pour le CNRD. C'est vraiment compliqué. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'ils optent, ils adhèrent à ce processus d'opération dans le cadre du PN-RAVEC, alors qu'en réalité, une bonne partie de la classe politique, même si c'est incohérent de leur part, exige à ce que l'ancien fichier soit rajeuni, un fichier à problème, un fichier qui a coûté la vie à plusieurs Guinéens ici. Je crois qu'il faut que les gens soient honnêtes avec eux-mêmes, que les gens soient cohérents, c'est important. Je ne suis pas en train de dire que l'OPN-RAVEC est devenu un instrument pour le CNR de l'autre côté aussi, pour pouvoir effectivement justifier tout ce retard-là, parce que pour eux, il faut un nouveau fichier, et si pour un nouveau fichier, disons, qui n'a pas en son sens ce qu'on appelle un certain nombre de problèmes qui pourraient être assaini. En fait, c'est un nouveau fichier déjà, donc qui n'a pas de problème et qui ne fera pas l'objet d'une contestation. Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, il y a une possibilité qu'il y ait un dialogue. C'est le dialogue qui pouvait mettre fin à tout cela. Mais j'ai l'impression que cette crise-là, elle est entretenue quelque part. Continuez le débat chez vous. Merci Yaya Diallo. On est à la ligne rouge de cette émission. Merci. Mohamed Leba. Il y a trop de bas. Surtout si le CNRD est cohérent, je crois que cette coalition ne devrait pas exister. Parce qu'à un moment donné, on avait interdit tout mouvement de soutien. C'est pas un débat. C'est pas un mouvement de soutien. C'est un mouvement de soutien. Moi, je comprends comme ça. Non. Merci Fodé Bangali. Merci à vous, merci aux fidèles auditeurs. Merci le PMBA. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, merci à la régie, les opérations qui ont été conduites ce matin par Hassan So, en compagnie de Fodé Amadou, c'est son nom, il aime bien ça. Allez, merci à Michel Ouamono du côté de la réalisation, merci à tous ces techniciens à la régie. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul unique média de développement en République de Guinée.
émissions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours?